On ne sait pas encore, on va se connecter nous aussi de notre côté. Bonjour à tous si vous nous entendez. Voilà, je pense que nous sommes connectés en direct pour le premier chat dans le dossier d'Evotirox qui commence avec une information capitale qui va intéresser beaucoup de monde puisque nous venons d'apprendre que le parquet de Marseille a décidé de faire désigner un juge d'instruction pour que l'enquête pour fraude et mise en danger de la vie d'autrui avance avec un juge d'instruction. Nous en dirons un petit peu plus tout à l'heure au cours du débat. Pour l'heure, je vais laisser la parole dans un premier temps à Béaté Barthez de l'association Vive sans thyroïde qui va nous présenter d'une part son association, un petit peu toutes les actions qu'elle mène depuis de nombreuses années, les actions d'information, et qui va nous rappeler aussi comment l'association a vécu l'arrivée de la nouvelle formule et comment elle a pris au fur et à mesure de l'évolution du temps conscience de la gravité de ce qui s'est passé et du silence gêné des pouvoirs publics qui parlent beaucoup et agissent peu. Donc Béaté, vous avez la parole pendant que j'essaye de connecter moi l'ordinateur. Bien, bonjour à tous. Parlez bien fort parce que je ne sais pas si le micro est assez bien. Donc notre association existe depuis presque 18 ans. Je l'ai créée après ma propre opération pour cancer de la thyroïde. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de site pour patients, on trouvait très peu d'informations qu'on pouvait comprendre, donc tout ça c'était très anxiogène. Et donc une fois à peu près sorti d'affaires et guéri, j'ai voulu partager mon expérience et les informations que j'avais trouvées sur Internet. Et donc j'ai lancé le site qui à l'époque était tout petit, mais qui depuis est devenu assez grand. En temps normal, il a à peu près 4000 à 5000 connexions par jour, de patients francophones du monde entier, mais surtout en France. Et donc on a été un peu aux toutes premières lignes au moment de l'introduction de la nouvelle formule du Levothyrox. On a eu très peu d'informations nous aussi, alors qu'on avait des contacts assez réguliers autant avec les laboratoires Merck qu'avec les autorités, mais on nous a juste dit en passant à l'automne 2016 que la formule allait changer parce qu'on voulait la rendre plus stable, mais que ça ne changera absolument rien pour les patients, qu'ils avaient fait des essais de bioéquivalence et qui était totalement parfait, superposable. Donc que tout allait être très bien, que ça sera même mieux qu'avant. Donc on ne s'est pas trop inquiété parce qu'on est des patients, on n'est pas des médecins, on ne s'attendait à rien de vraiment particulier. On nous a fait redire une notice d'information un peu en catastrophe 4 jours avant sa publication. Donc on a juste pu faire quelques remarques sur la forme, mais rien vraiment, pas questionner de fond, parce qu'en 2 jours ouvrables, c'était juste pas possible. Et donc on a mis des informations sur notre site, comme quoi la formule avait changé, que ça pouvait éventuellement dérégler le dosage de thyroïdien chez certaines personnes, donc il fallait être attentif. Et on s'attendait à ce que certaines personnes, évidemment, doivent réajuster le dosage, mais on ne s'attendait absolument pas à ce qui a suivi. Or, dès le mois, c'est arrivé donc fin mars progressivement, puisqu'on avait dit aux pharmaciens d'épuiser d'abord la stock d'anciennes formules avant d'introduire la nouvelle, pour ne pas faire de mélange. Et donc, dès le mois d'avril, on a eu les premiers retours de patients qui disaient « mais vraiment, c'est pire que juste un petit dérèglement. Je suis vraiment mal, j'ai des gros symptômes. » Et au début, on a essayé vraiment d'être rassurant. On a dit il faut vérifier la TSH, ça peut être augmenter ou baisser la TSH, il faut peut-être ajuster le dosage. Mais on a assez vite quand même vu que c'était plus que ça et que ça concernait beaucoup plus de gens qu'on ne pensait. Et on a très vite fait remonter des informations aux autorités, à la NSM par mail, parce qu'on était en contact assez régulier. Très vite, c'est quand donc dès la fin avril, on a transmis d'abord les questions qu'avaient les gens. Ils avaient des questions, par exemple, sur le mannitol, sur l'origine des médicaments. Et quand il y a eu les premiers symptômes, au mois de mai, par là, on a commencé à leur dire aussi, écoutez, il y a beaucoup plus de symptômes qu'on ne pensait. Et on nous a rassurés, ils n'en ont pas fait grand quoi. Et au mois de juin, on leur a dit, attention, on a vu sur les réseaux sociaux, il y a même des pétitions qui se préparent. Ça va vraiment certainement faire du bruit dans les médias et tout, ça ne les a pas inquiétés non plus. Et comme on voyait quand même qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient des symptômes, on a essayé de recenser un peu, pas pour faire des chiffres, parce que tout le monde n'est pas sur le forum, mais déjà pour classer un peu les symptômes, voir un peu combien de personnes avaient quel type de symptômes. Donc on a fait une sorte de petit sondage sur le forum, qui en 2 mois a eu 500 et quelques réponses, je crois.
Et on a fait un petit tableau Excel des premiers 50 cas exploitables qu'on a fait remonter. Et là, on a dit, puisqu'ils ne réagissent pas, on va le faire par lettre recommandée. Donc le 2 juillet, on a envoyé une lettre recommandée avec le petit tableau, tant de gens ont des maux de tête, tant de gens ont des vertiges, enfin sur les 50, mais comme quoi c'était quand même vraiment des symptômes assez handicapants, à la fois à Merck et à la NSM. Et 4 jours après, on était convoqué à une réunion à Paris. Donc là, tout d'un coup, la lettre recommandée, ça les a fait réagir. C'est bien dommage qu'il faille... Convoqué par la NSM. Oui, c'est la NSM qui nous a invités à participer à une réunion à Paris. Donc il y avait nous, il y a la FMT. Et c'est tout. Et il y avait Merck ou pas? Non, il n'y avait pas Merck. Mais Merck, je les ai eu plusieurs fois au téléphone. Ils ont toujours été très rassurants, assez justes des problèmes d'adaptation. On fait vraiment... J'ai l'impression qu'ils ont eux-mêmes été surpris par l'ampleur des symptômes. Ils ne s'attendaient pas à ça, qu'il y ait des gens qui doivent réajuster leur dosage après un changement de formule. Ça, on l'a déjà vu dans d'autres pays, parce que ce n'est pas la première fois qu'un médicament change de formule. Et il y a eu la Belgique en 2015, par exemple, mais c'était différent. La formule était plus... C'était pas Merck, c'était une autre formule différente, mais aussi la levothyroxine. Mais là, la formule était plus puissante et tous les patients qui ont réagi, donc à peu près un tiers des patients, sont passés en hyperthyroïdie et ont dû baisser leur dosage. Mais c'était assez facile à comprendre et surtout, il y avait une solution parce qu'on pouvait baisser le dosage. Mais le gros problème qu'on a très vite vu dès que les gens avaient passé plusieurs semaines sous nouvelle formule et pouvaient donc faire des analyses pour voir s'il y avait eu des changements, c'est que certains étaient passés au hypo, d'autres étaient passés en hyper et d'autres n'avaient aucun changement de TSH, mais avaient des symptômes très handicapants. Et c'est ça surtout qui nous a frappé et qui nous frappe toujours, parce qu'à la première enquête de pharmacovigilance en octobre, il y avait 44% des personnes qui avaient fait des signalements officiels qui étaient pourtant en euthyroïdie, c'est-à-dire qui avaient gardé une TSH tout à fait normale. Et le deuxième rapport de pharmacovigilance qui a été publié le 31 janvier, et qui a exploité 17 000 dossiers, dont 1700 et quelques qui avaient vraiment tous les chiffres de la TSH avant, pendant, après. Là, il y avait carrément 67% des gens qui avaient fait des signalements qui avaient une TSH normale. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. On nous dit que les symptômes sont des symptômes connus. C'est vrai que certains symptômes, les palpitations, la fatigue, la chute des cheveux, on peut les voir quand on a un dérèglement thyroïdien. Mais certains, on les voit en hyper et d'autres en hypo. Et dans le cas présent, on voit énormément de patients qui réunissent les deux types de symptômes, des symptômes d'hyper et d'hypo, et souvent qui sont pourtant équilibrés. Et c'est ça qu'on ne comprend pas. Et je crois que même les médecins ne les comprennent pas. Mais le problème, c'est que certains, du moment qu'ils ne comprennent pas, et que dans la théorie, les excipients n'ont pas l'air dangereux et le changement n'est pas énorme et l'hormone est la même, ils disent ça ne peut pas exister, on ne comprend pas, donc ça n'existe pas. Et donc c'est dans la tête, c'est l'effet. C'est pas très scientifique quand même tout ça. Non, c'est vrai qu'on ne comprend pas, parce que bon, le mannitol, il y en a eu dans d'autres médicaments où les gens ne réagissent pas pareil. Est-ce que c'est la synergie de tout ça? Est-ce qu'il y a autre chose? On ne sait pas du tout. Et alors, les médecins... Parlez très fort, s'il vous plaît. Les médecins souvent disent, mais tout ça, c'est un effet psychologique, c'est un effet nocebo, c'est parce qu'on en parle sur les réseaux, sur le forum ou à la télé, que les gens, tout d'un coup, se sentent mal et considèrent que c'est le médicament qui est à l'origine des problèmes. Alors, qu'est-ce que vous leur dites à ces gens-là? Mais d'une part, il y a énormément de gens qui ne savaient pas que la formule avait changé. Parce que l'information, même aux professionnels de santé, avait été assez mal faite. Ils ont envoyé des lettres à 40 000 prescripteurs. C'était des belles lettres en couleur, mais il y avait un magnifique titre de toutes les couleurs au-dessus qui disait des nouvelles couleurs pour une gamme identique, et beaucoup n'ont pas lu plus loin. Donc beaucoup de pharmaciens, on a vraiment beaucoup de témoignages, beaucoup de pharmaciens m'ont dit c'est juste la couleur des boîtes du papillon qui a changé. Et j'ai eu beaucoup de témoignages de personnes qui ne savaient pas que ça avait changé, qui croyaient vraiment que c'était juste la boîte, et encore s'ils l'avaient remarqué, ils n'avaient pas forcément fait attention, mais qui ont eu des symptômes et donc du coup n'ont pas du tout pensé que ça pouvait être le levothyrox. Et tous ces gens-là, ils ont eu des symptômes généralement à partir d'avril, mai, juin, donc quelques semaines après avoir changé de formule. Et souvent, ils les ont signalés et reliés au levothyrox qu'au mois d'août. Parce que justement, ils ne pensaient pas que ça pouvait être le levothyrox. Ils ont fait plein d'examens. Ils pensaient qu'ils avaient un problème aux intestins parce qu'ils avaient des diarrhées, ils avaient des vertiges, ils ont fait des IRM. Il y a des gens qui ont eu des examens parce qu'on pensait qu'ils avaient fait un AVC ou une crise cardiaque. Enfin, vraiment,
énormément d'examens tous azimuts parce que personne n'a compris que c'était juste le lévothyrox. Et c'est au mois d'août, quand il y a eu la pétition, que les médias ont commencé à parler de la pétition et du lévothyrox et qu'il y a eu des témoignages de malades à la télé ou dans les journaux, que d'autres ont compris qu'en fait, leurs symptômes pouvaient venir de là. Et donc, il y a beaucoup de déclarations qui ont été faites à partir du mois d'août, mais quand on regarde les dates où les gens ont eu les symptômes, c'était à partir d'avril-mai déjà. Donc, c'est vraiment l'effet nocebo. Il y a peut-être quelques gens qui ont eu des angoisses parce que, évidemment, tout ce qui s'est dit dans les médias, c'était angoissant, mais parce qu'il y a aussi parfois eu des exagérations, genre poison. Enfin, je ne pense pas qu'on est en train d'empoisonner sciemment les malades, mais ça, c'est certainement une minorité. L'immense majorité des personnes qui ont témoigné, qui ont signalé les effets secondaires, ils sont vraiment mal, et ils sont mal depuis qu'ils prennent la nouvelle formule. Donc, est-ce que vous savez pourquoi on a changé cette formule alors ça, c'est une très bonne question, oui. Donc, autant les autorités que Merck nous ont toujours avancé deux grandes raisons. Enfin, une vraie raison, et la deuxième, ça serait un avantage supplémentaire. Donc, la raison, soi-disant, c'est que l'ancienne formule manquait de stabilité. Dans le temps. Dans le temps, et après, ils nous ont dit pas seulement dans le temps, mais aussi entre les lots. Ou même à l'intérieur de même lot. Mais au début, ils ont dit juste dans le temps. Et qu'on comprenne bien, manque de stabilité dans les lots, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'on prend 2 boîtes de lévothyrox qui sont peut-être fabriquées au même moment. Du même dosage? Du même dosage, et il n'y aura pas la même teneur en principe actif. C'est embêtant. C'est très embêtant, oui, parce que quelqu'un qui est dosé avec du 100 microgrammes, si avec un mois, puisque c'est des boîtes de 2 mois, un mois, il prend une boîte qui contient du 105 et le mois d'après une boîte qui contient que du 90, il va être sous-dosé, il va passer un mois un peu surdosé et le mois d'après un sous-dosage, donc il ne va pas être bien. Mais pour autant, si c'était le cas, il devrait y avoir des rapports de pharmacovigilance. Ça fait 30 ans que ce médicament... C'est plutôt présenté comme un avantage supplémentaire du changement. Ça serait qu'il n'y aurait plus le lactose, parce que soi-disant, il y a tellement de gens qui réagissent mal au lactose. L'intolérance au lactose. Alors, je voudrais... Et le Vietnam, etc. L'intolérance au lactose représente 95% de la population. En revanche, dans les pays européens, cette intolérance ne représente que 15% de la population. Donc on a l'impression, et ça fait partie des questions que l'on se pose, que ce changement de formule du lévothyrox n'est pas dû pour des raisons de santé des Européens, mais parce que Merck a l'intention de partir à la conquête d'un marché extrêmement important qui est le marché asiatique, et pour satisfaire la demande du marché asiatique, et on ne comprend pas pourquoi Merck refuse de donner cette information. Ils nous disent la main sur le cœur, faites-nous confiance, ça vient d'Europe, mais justement, je crois que les malades n'ont plus confiance. Oui, c'est ça le problème. Alors, pourquoi n'ont-ils plus confiance peut-être? Est-ce que vous avez des pistes d'explication Mais parce qu'on a l'impression qu'on nous répond toujours un peu à côté. On pose des questions et on donne toujours des réponses partielles, incomplètes. Enfin, on nous a déjà tellement dit qu'il n'y avait aucun changement à attendre avec la nouvelle formule, parce que le pire, c'est ça, il y a eu des informations pour les patients, que tout le monde n'a pas vu parce que tout le monde ne connaît pas le site de l'ANSM, qui disaient aucun changement n'est attendu pour les patients. Et la fameuse lettre aux professionnels de santé, elle disait ça aussi, elle disait aucun changement n'est attendu pour les patients, vérifier la TSH chez les personnes à risque. Mais les personnes à risque, c'était un tout petit sous-groupe. Alors qu'en fait, on aurait dû avertir tous les patients en disant la formule a changé, elle a été améliorée, puisqu'on nous présente vraiment ça comme une amélioration. Mais soyez attentifs, si vous avez des symptômes inhabituels, allez voir votre médecin et faites un dosage. Et ça, ils ne l'ont pas fait parce que, soi-disant, ils ne voulaient pas faire peur et qu'ils craignaient un effet nocebo. Mais la peur chez les patients et l'effet d'angoisse en masse, ils l'ont 1000 fois plus maintenant avec tout ce manque d'informations. Est-ce que vous pouvez nous parler de la circulaire européenne ? Est-il vrai que courant 2018, toutes les autres formules disparaîtront ? C'est ce que nous dit le laboratoire Merck, toujours. La circulaire, je ne l'ai pas vue, mais... Je n'ai pas vu de circulaire. Je pense que c'est plutôt une décision industrielle de Merck qui a décidé de fabriquer pour toute l'Union européenne une seule et même formule, c'est-à-dire la nouvelle formule avec mannitol, et d'arrêter la fabrication de l'ancienne formule avec lactose. Parce que, pour des raisons d'économie d'échelle, c'est plus facile pour eux d'avoir une seule ligne de production.
Et ils ont dit ça officiellement en conférence de presse. C'est très officiel, ça fait partie des déclarations de M. Hulot lors de la conférence de presse de décembre 2017, où il a indiqué que de toute façon, tous ceux qui vont chercher des médicaments en Allemagne, en Espagne ou en Italie, il fallait qu'ils se dépêchent en quelque sorte, parce qu'à la fin de l'année 2018, on ne trouverait plus d'anciennes formules avec lactose. Ce qui pose d'ailleurs un problème de santé pour certaines personnes qui sont dans des situations où elles ne supportent pas ni la nouvelle formule ni les alternatives et qui s'interrogent et qui sont angoissées parce que si elles n'ont plus accès à l'ancienne formule avec lactose, elles se demandent comment elles vont faire. Alors justement, certains demandent le traitement que je prends actuellement pour remplacer le lévothyrox est-il adéquat en attendant? Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ce genre de question qui revient souvent? C'est une question, si je peux me permettre, qu'il faut poser aux médecins. C'est pas d'abord, c'est une question qui est individuelle. On ne peut pas la traiter à la cantonade avec plein de personnes à la fois qui ont des situations différentes. Si vous êtes un homme ou une femme, si vous êtes en âge de procréer ou pas, si vous avez d'autres maladies, d'autres médicaments, il y a plein de facteurs qui vont interagir. Et donc là, nous, on peut donner que des conseils qui sont assez basiques. C'est de consulter d'abord son médecin et d'essayer de trouver un bon endocrino. Je ne sais pas, Béaté. Enfin, ce qu'on peut dire, c'est que s'il y a un avantage à cette crise, c'est que s'il y a eu une crise aussi importante, c'est qu'il y a eu au moment de l'introduction, et ça c'est vraiment un énorme manque de prudence des autorités et du laboratoire, au moment de l'introduction de la nouvelle formule, ils étaient en monopole. Il y avait 99% des 3 millions de Français qui prenaient du lévothyrox, mais qui prenaient du lévothyrox. Il n'y avait rien d'autre sur le marché à part les gouttes qui sont un tout petit marché pour les enfants, les personnes qui ne peuvent pas déglutir et vraiment très peu de patients. Donc tous les patients, quand ils ont eu des problèmes à partir d'avril, mai, juin, ils n'avaient aucune alternative, absolument aucune. En France, il n'y avait rien d'autre. Il n'y avait même pas le générique, il avait disparu un an avant, parce qu'eux aussi, on les a obligés à changer de formule, ils n'ont toujours pas terminé, on ne sait pas s'ils vont revenir. Donc tous ces gens-là, ils étaient totalement coincés, et c'est ça qui a contribué à cette énorme crise, parce que les gens ont dit, on nous prend pour des cobayes, pourquoi ont-ils introduit la nouvelle formule pile en France, c'est le seul pays en Europe où il y avait ces monopoles, alors que dans d'autres pays, il y a 4, 5, 10, jusqu'à 12 médicaments différents, en Allemagne par exemple. Et le seul avantage de cette crise, c'est que devant l'ampleur du problème, les autorités ont donné des AMM à plusieurs autres spécialités qui étaient déjà en vente dans différents pays européens, et ils les ont fait venir en France. Donc depuis octobre, on a le L-thyroxine Henning, qui en Allemagne est même vendu plus que le Merck. Et on a le Thyrofix. Ils ont fait revenir aussi le Thyrox, qui est le nom dans les autres pays d'Europe du lévothyrox, ancienne formule, mais à titre provisoire, et c'était totalement insuffisant pour satisfaire la demande, mais ils l'ont fait revenir à titre provisoire pour les gens vraiment très mal, sauf qu'on ne le trouve pratiquement pas en pharmacie, donc ça a un peu presque amplifié la panique, parce qu'on nous a dit qu'il y en avait et personne ne le trouvait. Mais le L-thyroxine a eu son AMM en janvier, donc lui, normalement, il est pérenne. Et le Thyrofix aussi. Et en avril, il y a encore un autre médicament qui va arriver et qui, lui, est d'origine suisse et en capsule molle. Donc, il y existe maintenant plusieurs choix, mais à chaque malade de trouver celui qui lui convient. Le problème, c'est que chaque changement de spécialité peut nécessiter de réajuster le traitement. On peut avoir des intolérances plus ou moins fortes par rapport à tel ou tel excipient. Alors que tous ces gens-là, ils étaient bien correctement dosés, bien équilibrés avec le traitement avant. Certaines personnes depuis 10, 15, 20 ans, et qui sont en colère parce qu'on la change sans préavis et sans leur laisser le choix à leur médicament qui leur a toujours convenu, en sachant que les hormones thyroïdiennes agissent sur toutes les fonctions de l'organisme. Ça agit sur tout, sur le physique, sur l'esprit. Ça peut provoquer des déprimes, des angoisses. Enfin, il y a plein de choses. Que les gens soient en colère et se révoltent, c'est tout à fait normal. Je voudrais revenir sur une phrase qui est introduite par Béaté, qui dit « On a l'impression que la France a été choisie pour la nouvelle formule ». C'est vrai qu'elle a été choisie, et on a une information qui a été révélée par une journaliste qui s'appelle Aurore Gorius, du journal Les Jours, qui est sur Internet, et qui révèle que la demande de changement de formule émane du professeur Lechat.
Professeur Le Chat, pour ceux qui connaissent le Mediator, est bien connu. Il était déjà à l'époque à la tête de la commission de l'AMM et il se fait tirer les oreilles par une commission d'enquête parlementaire qui est visible sur Public Sénat, toujours sur YouTube. Et donc le professeur Le Chat était aussi quelqu'un qui avait des liens d'intérêt avec Merck. Du moins, c'est ce qui apparaît dans les rapports de l'Agence européenne du médicament. Sauf qu'en 2012, lorsqu'il demande à Merck de réviser sa copie sur la formule ancienne qui soi-disant poserait des problèmes, il oublie ses liens d'intérêt et ça pose un vrai problème de conflit d'intérêt qu'il va falloir que les pouvoirs publics résolvent rapidement. Et je pense qu'avec l'information que nous avons obtenue tout à l'heure, comme quoi un juge d'instruction a été désigné, il va falloir qu'il y ait une enquête approfondie de la part de l'autorité judiciaire pour vérifier quels sont les liens d'intérêt qui peuvent exister entre les experts de la NSM et Merck ou d'autres laboratoires pour être sûr que les décisions qui sont prises dans l'intérêt des malades et non pas dans l'intérêt des laboratoires. C'est un aspect qui est essentiel dans cette crise et on peut espérer que, tout comme la crise du Mediator, la crise du Levothyrox fera avancer le droit et la protection des malades contre les laboratoires. Alors pour terminer sur les questions sur les médicaments eux-mêmes, avant de passer aux autres types de questions, d'une part, on me pose la question plusieurs fois sur les petits dosages qui manqueraient. On me demande également un avis de votre part sur le TCAPS. Et enfin, il faudrait redire que chaque cas est particulier et qu'il faut aller voir son médecin parce qu'il y a beaucoup de questions d'ordre très individuel et médical qui reviennent. Oui, donc pour compléter ce qu'on a dit tout à l'heure sur les raisons du changement, avant de venir aux médicaments, il y a une chose aussi qui nous a beaucoup intrigué, qu'on a trouvé dans un des documents de bioéquivalence qu'on trouve sur le site de l'ANSM. Tout le monde nous dit la demande de changer de formule vient de l'ANSM. En février 2012, ils ont demandé à Merck officiellement de changer de formule parce que leur produit n'était pas assez stable. Sauf que dans ce document de bioéquivalence, on a aussi trouvé que Merck travaille sur une amélioration de la formule pour améliorer sa stabilité depuis 2011. Ce qui est très surprenant aussi. Donc, est-ce que c'est vraiment l'ANSM qui, les premiers, ont signalé qu'il fallait améliorer la stabilité du produit ou est-ce que c'est Merck qui a suggéré à l'ANSM de leur demander de changer de formule? Parce qu'il faut aussi savoir que le brevet de l'ancienne formule arrive à expiration en 2019. En 2019, n'importe qui pourra fabriquer du Levothyrox, ancienne formule. Et donc là, ils ont déposé un nouveau brevet en 2014 qui, lui, court jusqu'en 2034. Donc ça aussi, ça soulève certaines questions. Et donc, pour revenir aux médicaments, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas besoin d'un dosage standard, genre 75, 100, 125, mais qui ont besoin d'affiner plus finement leur dosage. Et c'est pour ça que et qui donc arrivent très rapidement en rupture de stock quand il n'y a pas des quantités suffisantes, sont les comprimés de 25. Parce qu'énormément de personnes, moi aussi d'ailleurs, combinent un traitement standard, genre du 100, avec un demi de 25 pour faire du 112. Parce que dans les autres pays, il existe pour la plupart de ces médicaments, comme les thyroxines ou même le Thyrox de Merck, il existe 12 dosages différents. Il existe aussi du 88, du 112. Mais en France, les autorités n'ont jamais donné d'AMM pour ces dosages intermédiaires en disant... Ça y est, c'est reparti. Ah, c'est vrai, si je me lève, j'ai mis des ondes, c'est pour ça. Donc, et alors, est-ce que vous allez faire de la publicité pour une alternative plutôt qu'une autre? Ah non, pas du tout. C'était le sens de la question sur le TCAPS. Oui, bien sûr. On est très content que ça arrive parce qu'on pense que c'est une alternative intéressante. Et on ne pense pas que la plupart des problèmes du Levothyrox soient juste un problème aux excipients parce que le mannitol, a priori, dans le dosage qui se trouve dans un petit comprimé de Levothyrox, n'a pas d'effet particulier. Il existe 400 médicaments en France, des médicaments tout à fait anodins, genre du Spasfon, des choses comme ça, qui contiennent du mannitol et personne n'a jamais eu des problèmes. Du lactose aussi. Ou du lactose, oui, bien sûr. D'ailleurs, le lactose, au dosage qu'il y a dans le comprimé, je connais beaucoup de gens qui sont intolérants au lactose, mais qui prennent quand même du Levothyrox et qui n'ont pas de problème particulier avec. Il faut vraiment cumuler plusieurs doses de Levothyrox et puis boire du lait ou manger des laitages. Il y a peu de personnes qui sont tellement intolérantes qu'elles ne supportent pas le tout petit dosage de lactose qui peut se trouver dans un comprimé de Levothyrox. Et donc le TCAPS, par contre, il a l'avantage de
contenir encore moins d'excipients que les autres médicaments. Donc pour les personnes vraiment intolérantes, ça peut être intéressant parce qu'ils contiennent que de la glycérine et de l'eau. Et surtout, un autre avantage qu'il peut avoir pour une population très spécifique, c'est qu'il n'est pas incompatible, enfin, il est beaucoup moins sensible aux problèmes d'acidité gastrique que les autres produits en comprimé solide, puisque le lévothyrox est déjà en solution. Et donc les personnes qui prennent des inhibiteurs de la pompe à protons pour les problèmes gastriques, ou qui ont des problèmes d'acidité gastrique ou des infections à Helicobacter pylori ou des choses comme ça, peuvent éventuellement mieux absorber le TCAPS que les médicaments sous forme de comprimés. Il y a eu des essais comparatifs là-dessus, surtout aux USA. Et si le brevet est libéré, est-ce qu'un autre laboratoire pourrait fabriquer cette ancienne formule de lévothyrox? Ça ne se fabrique pas comme on fabrique de la limonade. C'est un médicament qui est extrêmement sensible à la chaleur, à la température, à l'air, à la lumière, et donc ça nécessite des conditions de fabrication extrêmement drastiques. Donc un laboratoire pourrait fabriquer du lévothyrox, ancienne formule de lactose, mais ce sera difficile, compliqué. C'est la raison pour laquelle nous avons une autre solution. Aujourd'hui, il existe à Bourgoin-Jallieu une usine, donc en France, qui fabrique du lévothyrox ancienne formule avec lactose pour le marché italien, sous licence de Merck. Ça s'appelle Euthyrox sans H, sans Y. Ce produit est bien assimilé par les malades qui prennent du lévothyrox. La preuve, c'est qu'en 2013, les pouvoirs publics français ont considéré que face à une crise d'approvisionnement, eh bien, on pouvait distribuer gratuitement cet Euthyrox. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité médicale entre les deux. Et comme l'usine de production existe, on demande simplement à ce que soit sa production soit étendue, soit qu'elle soit réorientée vers le marché français et les malades. Et l'un des enjeux, l'une des questions des prochaines semaines va être pour nous de déterminer le nombre exact de personnes concernées. Et je crois, sans vouloir déflorer le sujet, Béaté, qu'on est très au-delà des 25 000 cas de signalement qui sont pour le moment le point de départ de la réflexion du gouvernement. Ils partent de ça alors que nous avons d'autres chiffres qui sont beaucoup plus préoccupants. Oui, il y a beaucoup plus de gens que ça qui sont passés à autre chose que le lévothyrox nouvelle formule en tout cas. On est en train d'exploiter. On est en train de vérifier les chiffres. Et apparemment, il y a quand même vraiment beaucoup de gens entre ceux qui prennent du L-thyroxine, du L-thyroxine en goutte, du Thyrofix, ou aussi, et ils sont nombreux, qui s'approvisionnent à l'étranger, en Allemagne, en Espagne, en Belgique, en Italie. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont passés à autre chose que la nouvelle formule, soit parce qu'ils avaient des très gros problèmes avec, soit parce qu'ils n'ont plus du tout confiance. Et donc, s'il y a au moins un avantage, c'est que le Merck il a perdu son monopole, mais c'est quand même dommage que cela ait dû se faire de manière aussi douloureuse pour les patients. Alors, beaucoup d'interventions justement sur l'ancienne formule. Vont-ils remettre l'ancienne formule? Faut pas rêver, ils ne reviendront pas à l'ancienne. Voilà beaucoup d'interventions et d'exclamations. Rendez-moi mon ancienne formule. Alors, officiellement, la position de Merck est de dire non seulement il n'y aura pas la nouvelle formule en France, mais nous allons aussi l'arrêter pour toute l'Europe. Donc ça, c'est un point important. À la fin de l'année, l'usine allemande de Darmstadt, je crois, qui fabrique le lévothyrox pour l'Europe, va arrêter de le fabriquer avec du lactose et va le remplacer, comme pour les autres pays, par du mannitol. Les autorisations de mise sur le marché sont en cours d'obtention. On sait qu'ils ont obtenu l'autorisation en Suisse et en Turquie, et comme la France a déjà délivré l'autorisation en octobre 2016, ça simplifie les démarches dans les autres pays de l'Union européenne, puisqu'il y a déjà un pays important comme la France qui l'a autorisé. Donc ça, c'est le premier point. Merck dit clairement, moi j'arrête le lévothyrox avec lactose, et arrêtez de pleurnicher, il faut évoluer, vous exagérez, c'est pas si compliqué, c'est quelques mois difficiles à passer, mais il suffit de se rééquilibrer. Bon. Ce à quoi on répond, c'est pas si simple d'abord de se rééquilibrer, et ensuite nous avons des questions sur la composition de votre produit, parce que les réactions que l'on constate sont aberrantes. Tout à l'heure, Béat l'a dit, on a un nombre considérable de personnes qui ont fait des signalements qui sont avec une TSH normale, donc qui n'ont pas eu de déséquilibre thyroïdien. Et pourtant,
elles vont avoir des symptômes cliniques d'hypothyroïdie, on est complètement fatigué, à plat, on ne peut plus rien faire, ou d'hyperthyroïdie, là ce sont les palpitations cardiaques notamment, qui sont les facteurs les plus importants. Et ça, les médecins, curieusement, n'arrivent pas à comprendre comment, en même temps, pour prendre l'expression à la mode, on se retrouve dans une situation avec hypo- et hyperthyroïdie. Et plutôt que de chercher la cause de ces situations, ils ont une explication un petit peu magique qui consiste à dire c'est l'effet nocebo. On ne sait pas parce que mais ce sont des femmes, elles exagèrent, ce sont des affabulatrices, voire des hystériques, et donc ce n'est pas la peine de chercher. Eh bien si, messieurs les professeurs, il y a une vraie question scientifique qui se pose. Il faut savoir pourquoi ce médicament nouveau occasionne autant d'effets indésirables. Et l'une des pistes, je ne dis pas que c'est la seule, l'une des pistes, c'est forcément dans les excipients. Alors, peut-être pas les excipients en tant que tels. Le mannitol, on connaît les effets, on connaît les effets médicamenteux, c'est traité depuis longtemps, on l'a dit tout à l'heure, on le retrouve dans plein de médicaments, en plus c'est des doses homéopathiques, comme le lactose d'ailleurs, donc c'est pas le mannitol. En revanche, ce qui est important et qu'il faut savoir, et sur lequel il faudrait connaître des informations, c'est comment est fabriqué cet excipient. S'il est fabriqué dans l'Union européenne, on peut être rassuré, normalement, il y a des contrôles de l'autorité européenne ou de l'autorité nationale sur la qualité, l'assurance qualité du produit. Mais s'il est fabriqué à l'extérieur de l'Union européenne, peut-être par exemple en Chine, peut-être aussi parce que Merck a investi 350 millions d'euros dans une usine en Chine, à Nantong, et elle veut pouvoir faire des économies d'échelle en produisant beaucoup de mannitol pour le distribuer ensuite dans les différentes usines de production, qu'ils soient en Europe, au Mexique ou ailleurs. Donc si le mannitol n'est pas fabriqué dans l'Union européenne, il a un risque de contamination, parce que l'eau peut être contaminée, parce qu'il peut y avoir des présences de métaux lourds, parce qu'il peut y avoir des pesticides, que sais-je encore, et c'est la raison pour laquelle Vivre sans thyroïde a demandé en justice une analyse toxicologique du médicament par un expert indépendant. C'est l'un des aspects, l'une des procédures dont on parlera tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a un certain nombre de questions, de doutes et de craintes, et la seule chose que l'on demande, c'est d'avoir des informations précises, des informations vérifiables, pour justement rassurer les malades et aussi mettre fin à tout un tas de discours conspirationnistes ou autres qui racontent n'importe quoi. On veut savoir la vérité et on utilisera toutes les armes du droit pour cela. Et ce qu'on peut regretter, c'est que les pouvoirs publics continuent à être dans le déni de réalité, de la même façon que certains grands professeurs qui sont d'ailleurs liés aux intérêts pharmaceutiques. Quelle est la date du traitement du dossier par le tribunal? La question m'est posée, mais sans détail de ce dont il s'agit. Là, si vous me permettez, il y a plusieurs sujets dans cette question. Vous avez actuellement, on va dire, de notre côté, 3 procédures, 2 en cours et une qui va démarrer bientôt. La première procédure, c'est celle qui a été lancée devant le tribunal d'instance de Lyon et qui regroupe pour le moment 4115 personnes et qui vise Merck pour défaut d'information. On réclame à Merck 10 000 €. Cette procédure a fait l'objet d'un calendrier qui vient d'être amendé à la demande de Merck, puisque la date de plaidoirie qui initialement était prévue pour le 1er octobre a été décalée au 3 décembre. On a perdu 2 mois, mais dans le temps judiciaire, ce n'est pas colossal, c'est même très acceptable. Donc le 3 décembre, nous plaiderons ce dossier au tribunal d'instance de Lyon pour 4115 personnes, et le tribunal, dans les 2-3 mois qui suivront, rendra une décision. Ça pourra être une décision d'incompétence, de débouté, de donner acte ou de condamnation au paiement de certaines sommes, je ne sais pas lesquelles. Le tribunal fera son travail. Ça, c'est la première procédure que nous avons lancée. Ensuite, il y a une deuxième procédure qui concerne directement Vivre sans thyroïde et qui est une procédure de référé expertise. Et là, cette procédure, elle vise d'une part à récupérer un certain nombre de documents que je vais énumérer et d'obtenir une expertise scientifique du contenu du médicament. Nous avions assigné Merck, le laboratoire Pathéon qui est dans l'Isère, le laboratoire serbe qui est à Paris et le syndicat des pharmaciens qui est à Paris devant le tribunal de grande instance de Paris qui a décidé qu'il n'était pas compétent et qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance de Lyon. Le tribunal de grande instance de Lyon vient aujourd'hui, vous voyez, il se passe plein de choses aujourd'hui, de nous convoquer pour une audience qui aura lieu le 3 avril prochain.
Donc le 3 avril, devant le tribunal de grande instance de Lyon, nous allons plaider le référé pour obtenir des documents sur le lactose, sur le lieu de fabrication du mannitol, sur le degré, la durée de distribution du produit entre la fabrication, les pharmaciens et les consommateurs, sur la présence de BHT, ce perturbateur endocrinien qui apparaît dans le nouveau brevet de Merck, mais sur lequel on dit qu'il ne serait pas utilisé, et enfin une expertise médicale et toxicologique lourde sur le contenu de ce médicament. Ça, c'est la deuxième procédure qui est en cours avec l'huile sans thyroïde. Nous avons lancé, vous le savez, sur le site, que vous voyez derrière d'ailleurs, une troisième procédure qui normalement devrait commencer bientôt, mais on risque de la décaler un petit peu. C'est une procédure devant le tribunal administratif de Paris pour obtenir la réquisition de la fabrication du lévothyrox ancienne formule avec lactose de l'usine de Bourgoin-Jallieu au profit des malades français. Puisque la ministre a refusé de faire droit à notre demande, nous estimons qu'elle a excédé ses pouvoirs et que le juge de l'excès des pouvoirs, c'est-à-dire le tribunal administratif, est en droit de se substituer à sa carence. Cette procédure va être lancée prochainement. Et puis, l'actualité du jour, c'est l'information qui est arrivée tout à l'heure, selon laquelle le parquet de Marseille a décidé de confier le dossier à un juge d'instruction, je ne connais pas encore le nom de ce juge d'instruction, pour enquêter sur une fraude aggravée et mise en danger de la vie d'autrui. Comme vous le savez, pour le pénal, j'ai toujours dit qu'il n'y avait pas urgence de se précipiter à se constituer partie civile parce que la procédure est souvent longue et avant que le tribunal correctionnel soit saisi, il peut se passer 3 à 5 ans, donc vous avez facilement 3 à 5 ans pour aller au pénal. Ceci étant, depuis le début des actions que nous avons menées, j'ai été contacté par 3 familles de personnes qui ont perdu des malades. Notamment une dame de 32 ans, mère de famille, qui est morte dans son sommeil, une autre dame de 48 ans, qui est elle aussi morte dans son sommeil, et une dame de 62 ans, dans la région parisienne, qui est morte en sortant de sa douche. Dans ces 3 cas, des autopsies ont été ordonnées par le parquet. Et au parquet, qu'il prévoit aussi d'enquêter sur ces homicides involontaires, parce que dans les 3 cas que je viens de citer, nous avions des personnes qui étaient en bonne santé, elles n'avaient pas d'antécédents médicaux, elles ne prenaient pas d'autres médicaments que le lévothyrox, elles étaient plus ou moins sportives, et il n'y a pas de raison qu'elles aient eu un problème cardiaque à cet âge-là. D'autres questions peut-être ? Oui, alors des questions sur les endocrinologues reviennent régulièrement. D'une part, avez-vous pris contact avec eux ? Quelle est leur position ? Faut-il les attaquer ? C'est difficile. C'est difficile. Au début, il y avait beaucoup d'incrédulité de la part des médecins. On l'a bien vu, les premiers malades qui ont consulté leur médecin, vraiment, ils se sont heurtés à un mur. On ne les a pas cru. On a dit c'est pas possible, donc ça n'existe pas. Donc c'est un effet nocebo, c'est pas le lévothyrox. C'est un pur hasard, c'est une coïncidence. Vous devez avoir des problèmes familiaux, vous êtes peut-être fatigué, vous êtes peut-être stressé. Mais petit à petit, il y a quand même de plus en plus de médecins qui comprennent et qui y a quelque chose qui est pas normal. On l'a vu d'ailleurs au mois d'octobre, on était nous-mêmes au congrès des endocrinologues de la SFE et on a toujours un petit stand et il y a beaucoup d'endocrinos de ville qui sont venus nous voir pour parler avec nous et qui ont dit je commence à comprendre qu'il y a vraiment quelque chose parce que c'est pas normal que j'ai autant de patients qui sont malades. Et la Société française d'endocrinologie, quand même, le professeur Audien prend ça au sérieux et ce qu'ils envisagent de faire, ce serait une étude en double aveugle, parce qu'ils disent que le seul moyen de vraiment savoir s'il y a ou pas un effet nocebo et de prouver peut-être définitivement qu'il n'y a pas d'effet nocebo, mais que c'est bien des vrais symptômes quand on passe d'un médicament à l'autre, ce serait de faire un essai grandeur nature, cette fois-ci avec des vrais malades et pas juste un essai de bioéquivalence avec 200 personnes saines à qui on fait avaler 200 hommes. En majorité des hommes à qui sont payés pour ça, qui testent tout et n'importe quoi et à qui on fait avaler une dose de cheval pour mesurer pendant 72 heures comment c'est absorbé dans le sang et après on compare à l'autre formule 21 jours plus tard et si les courbes sont presque identiques, on dit que tout va bien. Là, on voulait tester sur les vrais malades volontaires, qu'il faut trouver évidemment,
Et ça s'arrête 2 mois sous une formule, 2 mois sous l'autre, mais sans savoir laquelle on prend. Et il y aura aussi, donc il y aura un switch et on surveillera ça. Et ni le médecin ni le malade sauront quel médicament il prend à quel moment. Donc, Alors justement là-dessus, Béaté, il y a beaucoup de malades qui sont vent debout, qui disent qu'est-ce que c'est, on va encore être cobaye, comment peut-on accepter ça, pourquoi Vivre sans thyroïde accepte-t-elle de participer à ce test? Qu'est-ce que vous leur répondez? Mais je pense que si vraiment on veut prouver que ce n'est pas un effet nocebo, c'est le seul moyen. D'ailleurs, s'ils font cet essai, je me porte tout à fait volontaire. Ce ne sont que des volontaires, de toute façon. Oui, bien sûr, c'est des patients totalement volontaires. C'est pas comme pour le changement de formule. Non, pas du tout. Non, ça ne sera pas imposé de faire. Il y aura un groupe d'une centaine de personnes. Non, mais il voudrait le faire avec plus de 500 personnes. Ça est vraiment une portée scientifique. Et l'autre réflexion qu'on voit souvent sur les réseaux sociaux, quand on cherche un petit peu à déstabiliser Vivre sans thyroïde, à la critiquer, parce que on voit bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont très très critiques sur tout ce que vous pouvez faire, tout ce qu'on peut faire aussi, c'est de dire mais comment Vivre sans thyroïde peut-elle travailler avec le professeur Vémo, qui a été l'un des pires des médecins qui depuis le début de la crise n'arrête pas de dire que c'est du nocebo, que c'est du n'importe quoi, que de toute façon les malades prennent, il y a trop d'opérations de la thyroïde, le lévothyrox est trop prescrit, et donc c'est le premier à nier la crise, et pourtant vous travaillez avec lui. Qu'est-ce que vous leur répondez à ces gens-là alors? Le professeur Vémo est un grand endocrinologue depuis très longtemps. C'est un des grands endocrinologues français. Et il est dans notre conseil scientifique depuis qu'on est association, je crois depuis 2007. Parce qu'à l'époque, on était tout petit. Et à l'époque, il était président de la SFE. Un des premiers à inviter les patients à faire un stand à la SFE, à participer aux conférences, tout ça. Donc on a beaucoup échangé à cette époque-là, mais il faut savoir que notre conseil scientifique, il n'intervient absolument pas sur notre forum, il ne nous dicte pas notre conduite, il ne regarde pas ce qu'on écrit. Notre conseil scientifique, il nous sert, quand on a des questions, quand on a besoin d'écrire un article sur un sujet particulier, sur le cancer, sur un traitement en particulier ou des choses comme ça, on peut les contacter et ils vont nous aider pour ça. Mais on est en train de revoir d'ailleurs justement non seulement les statuts de notre association pour les adapter, pour les rendre plus classiques, mais aussi de revoir un peu la constitution de la crise. Qu'il y a une crise, c'est pas forcément possible de dire qu'il est dans notre conseil scientifique. Il prend des positions vraiment trop tranchées. Parfois, il est fait juste par esprit d'opposition. J'ai l'impression qu'on ne peut pas provoquer. J'ai essayé d'en discuter avec lui, mais je ne suis pas arrivé à grand-chose. J'ai essayé à deux ou trois reprises. Et à part ça, sur d'autres sujets, on a des échanges tout à fait cordiaux et très intéressants. Mais cette histoire, effet secondaire du lévothyrox, pour lui, c'est un chiffon rouge. Il ne veut pas y croire. Du moment qu'il ne comprend pas, ça n'existe pas. Il n'est pas le seul, mais c'est un des plus véhéments et c'est très dommage parce que jusque-là, on a eu une entente tout à fait cordiale, mais là, malheureusement, ça ne va plus être possible. Alors, il y a une autre question qui revient souvent aussi sur les réseaux sociaux, c'est, on salue Laurence en passage, il y a une discussion parfois difficile sur les génériques. On vous dit, vous êtes pro-générique chez Vivre sans thyroïde, alors que Laurence, encore une fois, j'espère qu'elle nous écoute, nous dit « Moi, je suis absolument contre les génériques et je considère que, par exemple, le TCAP, c'est un générique, que tel autre produit, c'est un générique. Et donc, on est en train de nous fourguer, c'est un peu l'expression qu'on utiliserait, du générique, alors que nous ne voulons pas du générique, nous voulons du bon produit. » Qu'est-ce que vous pouvez répondre à des gens comme ça qui ont l'impression que tout ce qui se passe, ça va être au détriment de leur santé en fournissant un mauvais produit, un produit qui serait moins efficace? Bon, déjà, la première chose... Quand je vois tous les gens qui se battent pour avoir l'ancienne formule, je me dis que c'est aussi se battre pour avoir encore du Merck, et je comprends que plein de gens ne veulent plus du Merck, peu importe quelle formule, parce qu'on peut le comprendre. Donc je trouve qu'il y a autre chose que Merck sur le marché, c'est quand même positif. Et concernant les génériques, si on regarde de près la définition, c'est quoi un générique, c'est quoi un princeps, on peut constater qu'en fait, tous les médicaments actuellement sur le marché qui contiennent de la lévothyroxine sont en fait des génériques de la première formule de L-thyroxine mise au point en 1926 par Georg Friedrich Henning en Allemagne. Parce qu'en fait, le principe actif n'est pas une molécule artificielle mise au point par quelqu'un. En fait, c'est une hormone
la même hormone que celle fabriquée par la thyroïde, exactement la même structure moléculaire. Donc elle n'est même pas brevetable parce que elle n'est pas brevetée, n'importe qui pourrait en fabriquer. Ce que les gens brevettent, c'est la formule, c'est-à-dire les excipients qu'ils mettent autour. Et on dit qu'un générique, c'est un produit qui est vendu sous le nom, sous la dénomination commune, lévothyroxine. Mais ce n'est pas toujours vrai. Il y avait eu la lévothyroxine Biogarant actuellement à l'arrêt, c'était un générique, mais le Thyrofix, on nous dit c'est un générique, mais il se vend sous le nom de Thyrofix. Tout ça, c'est pas super logique. Et un peu, si on regarde c'est quoi un générique, c'est-à-dire on prend le même principe actif, on met autre chose autour, on peut considérer que la nouvelle formule, c'est un générique de l'ancienne formule aussi. Parce qu'on a pris la même hormone et on a mis autre chose autour. Donc, dans tout ce qui contient de la lévothyroxine, la définition princeps générique ne tient pas vraiment. Et en fait, on a suivi de près, évidemment, avec notre association en 2010-11, la mise sur le marché des génériques, qui n'ont pas fait long feu parce que personne n'en a voulu, parce qu'en France, on a une énorme méfiance par rapport aux génériques en général. Et en fait, le gros problème, c'était pas le fait de passer à un générique. Le générique en lui-même, il était de fabrication entièrement française, il était bien contrôlé, il n'avait pas de problème de qualité. Le problème, c'était qu'il n'était pas dosé exactement pareil que le Princeps, que le Levothyrox. Il était un peu moins dosé en hormones, et donc il y a pas mal de gens qui ont fait le switch, ont été sous-dosés, ont été en hypo avec les symptômes qui vont avec. Et du coup, il y a eu pas mal de plaintes, et il y a eu une enquête de l'ANSM, à l'époque c'était encore l'ARSAPS, et c'est pour ça que le Levothyrox est devenu non substituable. Et beaucoup de médecins ont toujours eu l'habitude de marquer non substituable sur leurs ordonnances. Mais c'est peut-être aussi parce que beaucoup de médecins ont reçu beaucoup de visites des visiteurs de Merck qui leur ont dit que le Princeps était mauvais et qu'il fallait toujours marquer non substituable sur les ordonnances. Parce que le problème dans les différentes spécialités de lévothyroxine, et c'est vrai maintenant aussi qu'il y a plusieurs spécialités sur le marché français, le gros problème, c'est le changement. Quand on est bien dosé, bien équilibré, et qu'on change soit la formule, comme on l'a vu avec le Levothyrox, soit de spécialité, on risque à chaque fois d'être déséquilibré et de devoir rechercher le bon dosage, parce que parfois ça se joue vraiment à quelques microgrammes près. Et ce problème-là, on peut l'avoir dans tous les sens. Qu'on en prend un générique et qu'on passe à un Princeps, ou qu'on en prend un générique et qu'on passe à un autre générique, ou qu'on prend un Princeps et qu'on passe à un autre Princeps. Et nous, contrairement à beaucoup, au moment de la mise sur le marché des génériques, on n'a jamais dit les génériques sont mauvais. On a juste dit si vous êtes bien dosé, peu importe avec quoi, restez-y. Mais si vous n'êtes pas encore bien dosé, ou si vous commencez un traitement, ou si vous cherchez encore le bon dosage, et si vous n'êtes pas arrivé avec les Levothyrox, vous pouvez tout à fait essayer avec les génériques. Et on connaît des gens qui étaient mieux avec les génériques Biogarant ou Ratiopharm qu'avec les Levothyrox, par exemple, des personnes qui étaient intolérantes au lactose. Le problème, c'est vraiment, il ne faut jamais forcer quelqu'un à faire un switch contre son gré quand il est bien équilibré. Et c'est le problème avec les génériques au début, parce qu'il y avait la substitution automatique. Et c'est pour ça que notre association s'est battue contre ça et qu'on a obtenu que le Levothyrox est une des 4 classes de médicaments qui ne sont pas substituables d'office, où le pharmacien n'a pas le droit de substituer, même si ce n'est pas marqué non substituable. Mais ce n'est pas parce qu'on pense que le générique est mauvais, c'est juste ce qui est risqué pour certains malades sensibles, c'est le switch, c'est de passer d'une spécialité à une autre, peu importe laquelle. Alors, certains internautes ne comprennent toujours pas pourquoi est-ce qu'on a retiré l'ancienne formule du Levothyrox. Ça reste très obscur. Par ailleurs, il y a une question précise. Pourquoi Merck dit que l'ancienne formule du Levo sera arrêtée en Europe et qu'il affirme aux autres pays non européens qu'ils auront toujours, eux, l'ancienne formule? Oui, alors, une des raisons supplémentaires pour arrêter le Levothyrox, et ça c'est surtout la NSM qui la met en avant, les autorités, c'est qu'ils nous disent que les normes ont été resserrées. Parce qu'il y a une norme qui définit combien de principes actifs il doit avoir dans le médicament. Donc, si on prend un comprimé dosé en théorie à 100 microgrammes, l'ancienne norme disait qu'il fallait avoir entre 90 et 110. Et maintenant, ça a été resserré de 95 à 105. Donc, dans un comprimé, dans une boîte où est marqué 100 microgrammes, il y aura au maximum 105 et au minimum 95 et pas 90. Donc,
ça, c'est vrai qu'en théorie, c'est mieux pour les malades. Et apparemment, pour obtenir cette stabilité-là, c'est peu de changements entre le début et la fin de la fabrication et d'une boîte à l'autre. Pour ça, il fallait changer de formule, il fallait changer les excipients. D'après les essais qu'ils ont fait, Merck, ils ont mis des années, depuis 2011, et ils ont bossé sur cette formule. Et ils ont déposé le brevet en 2014. Donc, ils ont dû certainement faire tout un tas d'essais avec tout un tas de compositions différentes. Mais donc, les autorités nous disent on ne pourra pas donner même à l'ancienne formule, elle ne correspond plus aux normes. Donc, il faut prendre la nouvelle, elle est meilleure, elle correspond aux normes, même si les gens sont malades avec. Enfin, c'est pas tout le monde, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas malades, mais il y a un certain nombre de malades, et beaucoup trop, qui ne la supportent pas, et vraiment, s'entendre dire elle est meilleure, donc habituez-vous, c'est pas vraiment acceptable. Et la deuxième question pour les autres pays, le lévothyrox pour l'Europe est fabriqué en Europe, en Allemagne, dans une seule usine à Darmstadt. Mais pour le marché latino-américain, il y a une usine au Mexique. Qui fabrique pour le Mexique, pour le Brésil et tous les autres pays autour. Et celle-là, apparemment, ils ont dit qu'il n'est pas prévu, tout au moins dans l'immédiat, de changer de formule. J'imagine qu'ils n'ont peut-être pas cette nouvelle norme des 95 à 105. Et il va y avoir donc une troisième usine dans le monde, en Chine, pour le marché asiatique que Merck vient d'obtenir. Après, il peut aussi y avoir des usines qui ne sont pas marquées Merck, comme celle de Bourgoin-Jallieu, qui sont ce qu'on appelle un sous-traitant ou un façonnier, et qui fabriquera pour un certain nombre de pays le produit en question. Pour les pays africains, par exemple, il y a une incertitude. On ne sait pas s'ils sont fabriqués à Nashmat, à Semois ou ailleurs. Est-ce qu'ils sont fabriqués aussi en Afrique du Sud ? Il y a plein d'incertitudes sur lesquelles, et c'est ça qui est insupportable, Merck refuse de donner des explications. Alors qu'il serait si simple de donner à la fois des explications et la preuve de ce qui correspond à ce qui a été dit. Alors maintenant des questions et des remarques et des interventions pour Maître Léguevac. Déjà, vous avez un grand soutien de la part d'un certain nombre d'internautes. Merci. Il vous demande cependant de revenir sur la différence entre les plaintes au pénal et au civil. Alors, on va y revenir encore une fois parce que depuis le début, on a écrit, on a laissé des messages, on a expliqué à tout le monde, mais c'est pas grave. La pédagogie passe par la répétition. Alors, au pénal, ce qu'on appelle la plainte au pénal, c'est une recherche de la vérité. Et donc, le juge d'instruction est ce qu'on appelle saisi in rem. Il est saisi d'une faute ou d'un soupçon de faute et il va devoir mener une enquête pour savoir s'il existe véritablement une faute, si cette faute est imputable ou pas à une personne, et ensuite déterminer si cette personne peut être reconnue coupable par un tribunal. Donc vous voyez, à chaque étape, il y a des démonstrations qui doivent être faites, et si à la fin de son enquête, il estime qu'il a réuni suffisamment de preuves concordantes pour accuser une personne, cette personne nommément désignée sera renvoyée devant le tribunal, et devant le tribunal correctionnel, rebelote, on recommence l'enquête presque à zéro, à l'audience, qui peut parfois être très longue. Dans le dossier AZF, les audiences ont duré 4 mois à chaque fois, où on est très loin derrière, c'est un petit peu la 5e roue du carrosse, qui suivent ce qui se passe et qui verront leur préjudice, s'il existe, être traités après que la culpabilité a été reconnue. Vous avez, du côté civil, c'est la procédure que nous avons privilégiée, une autre approche qui consiste à dire on ne cherche pas exactement à savoir la vérité pour déterminer la culpabilité pénale de telle ou telle personne. On va avoir suffisamment d'éléments pour prouver que dans ce dossier, ce qui est flagrant, je crois que même toutes les parties prenantes, que ce soit la ministre, la NSM et les autres autorités, le reconnaissent, il y a eu un défaut d'information des malades, défaut d'information imputable exclusivement à Merck et aussi à la NSM. Et donc, ce défaut d'information a été la cause d'un premier préjudice, qui est le préjudice de défaut d'information, et d'un deuxième préjudice moral, qui est l'angoisse dans laquelle ont été placés les malades. Tout à l'heure, BAT a rappelé que quasiment pendant tout l'été, l'ANSM et Merck ont été aux abonnés absents, ont laissé les malades sans information, dans le doute, dans l'inquiétude, puisqu'ils devaient prendre un médicament qui les soigne, et pourtant qui les rendait malades. Donc ce préjudice d'angoisse, nous demandons là aussi son indemnisation. Et cette procédure civile est centrée sur la victime, et pour chaque victime, il faudra démontrer
que la prise du médicament a occasionné des préjudices moraux. Et donc, l'avantage de la procédure civile, c'est d'avoir une indemnisation rapide qui va être normalement fin de l'année 2018, début de l'année 2019, si toutes les conditions de la responsabilité civile sont réunies. Petit cours de droit en 30 secondes chrono. La responsabilité civile en droit français repose sur 3 éléments. Il faut une faute, commise donc par Merck, le défaut d'information. Il faut un préjudice, le préjudice de défaut d'information et le préjudice moral supporté par les malades. Et il faut ensuite un lien de causalité entre la faute et le préjudice. Et pour chacun de ces éléments, il faut en apporter la preuve. Et si vous n'apportez pas la preuve d'un de ces 3 éléments, l'action en justice ne pourra pas prospérer, mais dossier par dossier. Ça, c'était donc l'action civile. Et puis, comme c'est un dossier très particulier, nous sommes en présence donc d'une profession réglementée. On ne fabrique pas des médicaments comme on fabrique des bonbons. Et donc, chaque fois qu'un médicament est mis sur le marché, il doit être autorisé par l'autorité compétente. En espèce, en France, c'est l'autorité nationale de l'ANSM, donc l'Agence du médicament, qui délivre ce qu'on appelle l'AMM. Et lorsqu'un médicament n'est pas conforme à son AMM ou pose des problèmes, et qui donc génère une crise sanitaire grave, le ministre de la Santé, si elle a le courage, si elle a la volonté, peut prendre des mesures coercitives fortes pour protéger la santé des malades. Nous l'avons demandé à la ministre au mois de novembre dernier de faire en sorte que l'usine de Bourgoin-Jallieu qui fabrique de l'Euthyrox, qui est l'autre nom du Levothyrox, l'ancienne formule de lactose, en fabrique un petit peu plus, combien je ne sais pas, 100, 200, 300, 400 000, 500 000 doses, ça dépendra du nombre exact de malades, donc fabrique un peu plus d'Euthyrox pour permettre aux malades français d'avoir la liberté de choix entre l'ancienne formule, la nouvelle formule ou les alternatives. Et suivant les cas, nous avons des dossiers très poignants de personnes qui nous disent qu'elles ne supportent que l'ancienne formule et sans cette ancienne formule, elles considèrent qu'elles vont se laisser mourir parce qu'elles ne supportent pas du tout la nouvelle formule des alternatives. Chaque fois qu'elles prennent du Levothyrox, Sanofi ou de gouttes, elles se retrouvent à l'hôpital en ayant des problèmes cardiaques forts et extrêmement inquiétants. Donc cette procédure administrative, c'est une 3e type de procédure qui là vise les actes du ministre et qui vise à prendre des décisions qui seront utiles à tous les malades. Voilà les grandes familles de plaintes qu'on pourrait avoir. Il y aurait d'autres possibilités. On pourrait imaginer d'autres actions, par exemple une action en responsabilité contre la NSM. Pour notre part, on l'envisage, mais pour le moment, elle est secondaire. Et je crois que vous l'avez compris, on a déjà beaucoup de travail avec les différentes actions que nous menons, et les différents dossiers d'enquête que nous menons. Donc on se concentre sur le principal. Et aujourd'hui, le principal, c'est d'ici au 3 avril, d'avoir le maximum d'informations vérifiées et vérifiables pour vous permettre d'avoir une information de qualité et de pouvoir résister aux mensonges délivrés par Merck, la NSM et la ministre de la Santé. Qu'est-ce qu'il faut penser du report de date, et à la fois à Marseille au pénal et à la fois à Lyon au TGI? Alors, c'est 2 choses complètement différentes, encore une fois. L'action civile et l'action pénale sont indépendantes. D'ailleurs, vous pouvez très bien être partie civile à l'action pénale et participer de manière indépendante à l'action devant un tribunal d'instance. Aucun problème là-dessus. Deuxième chose, nous avions annoncé au mois de décembre, le 19 décembre 2017, au président qu'il y aurait normalement 3000 dossiers à étudier. Et parce que vous vous êtes mobilisés, nous avons été 4115 dossiers déposés. 4115 dossiers, c'est l'équivalent de plus de la moitié du travail annuel du tribunal d'instance de Lyon. Et donc, Merck a fait la surprise et a dit, ça fait 1/3 de plus de travail, donc il nous faut un peu plus de temps pour les étudier, et il voulait que le dossier soit complètement décalé à 2019. Nous avons fait entendre raison au président qui a accepté de décaler de 2 mois. Donc certes, c'est toujours un petit peu décevant ce décalage parce qu'on a l'impression qu'on perd du temps. Mais d'un autre côté, mettez-vous à la place de Merck, des avocats de Merck et même de la nôtre. 4000 dossiers à traiter, c'est extrêmement lourd. On ne vous montre pas comment nous sommes pas envahis, mais nous avons une 30aine de cartons avec des pièces médicales dans tous les sens. Et il faut qu'à chaque fois,
on les étudie, on les vérifie, et si les pièces sont incomplètes ou s'il manque des éléments, qu'on aille les chercher, qu'on vous écrive, qu'on vous demande des compléments d'information, parce qu'encore une fois, retenez-le, c'est très important, en justice, il ne suffit pas de dire que l'on est victime, il faut le prouver. Et pour le prouver, vous avez différents moyens, un certificat médical, vos résultats de TSH ou une ordonnance qui permet de montrer que votre médecin a considéré que la nouvelle formule ne vous convenait pas et qu'il vous prescrivait à partir du 15 septembre le retour à l'ancienne formule. Voilà les différents éléments qu'il faut avoir en tête quand on fait une procédure judiciaire. Une procédure judiciaire, ce n'est pas ni le loto, ni un jeu de société, c'est une décision grave qui vous engage durablement et où les règles à respecter doivent l'être à peine d'irrecevabilité. Alors, beaucoup d'interventions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Pétition, manifestation, porter plainte, où ça, quand ça? Avec qui? Vous avez, je dirais, la plus grande liberté possible d'agir. Vous avez les actions classiques dans ce genre de dossier qui consistent en effet à signer des pétitions. Il doit y avoir au moins une dizaine de pétitions qui sont en circulation. D'ailleurs, on ne sait pas qui les a signées exactement, si ce sont des mêmes personnes ou pas, ce qui pose un problème. Surtout, les pétitions sont plus ou moins bien rédigées. On ne sait pas trop ce qu'on cherche à faire. Quand on dit retour de l'ancienne formule, qu'est-ce que ça veut dire? Après, manifester. Pourquoi pas? Ça, c'est aux associations de faire la part des choses. Mais à moins de bloquer les routes comme les paysans ou les périphériques comme je ne sais pas qui, je ne suis pas sûr que les pouvoirs publics vous entendront ou vous écouteront. Ils ont tellement d'autres dossiers à traiter en même temps que c'est peu probable. Il reste les actions judiciaires. Et là, vous avez la chance d'avoir beaucoup d'avocats. Il n'y a pas que moi, il y a plein d'autres avocats sur la place qui vous proposent des solutions. À vous de faire la part des choses, d'en discuter avec des associations ou entre vous pour savoir quel avocat est le plus sérieux, lequel travaille, lequel vous donne des informations de manière transparente et lequel est à même de bien vous défendre. Encore une fois, ce chat permet aussi d'avoir des relations directes et de répondre à ce genre de questions. Mais il y a une chose qui est certaine, rien ne se passera si vous ne vous mobilisez pas. C'est-à-dire que si vous vous contentez de pleurnicher derrière votre écran en disant « je ne suis pas bien », etc., ça ne mènera à rien. Il faut que vous bougiez, il faut que vous vous mobilisiez par les associations, celles que vous voulez, il y en a 3-4 je crois au moins, par tous les mots. Vous pouvez écrire à votre député, vous pouvez écrire au président de la République, vous pouvez faire plein de choses. N'hésitez pas à vous mobiliser, mais il n'y a que comme ça que ça changera. Alors, des questions très concrètes. Dans le certificat médical, le médecin rapporte les malaises sans dire s'il les a constatés. Donc, pas de preuves. Comment fait-on? Comment fait-on pour avoir un dossier recevable? Ce type de choses revient souvent. Ce qui est très important, c'est que le certificat médical mentionne ce que le médecin a pu constater ou ce que vous lui avez dit. Après, s'il ne fait pas de réserve trop ferme, c'est un élément suffisant de preuve. Il y aura de toute façon un débat, c'est pour ça que Merck a demandé des délais, qui vont critiquer dossier par dossier, et en fonction des critiques de chaque dossier, nous allons vous écrire pour vous demander, le cas échéant, d'autres éléments. Notamment, par exemple, ils nous ont expliqué, la dernière fois qu'on s'est vu avec le président du tribunal d'instance de Lyon, qu'ils vont éplucher les ordonnances de médicaments qui ont été communiquées pour vérifier s'il n'y a pas d'autres médicaments qui pourraient être à l'origine, par exemple, d'une perte de mémoire, d'une perte de l'équilibre, et donc essayer de créer le doute, ça c'est leur grande technique, fabriquer du doute pour dire « Ah mais non, ce n'est pas le lévothyrox qui est à l'origine de la perte d'équilibre, c'est tel produit qui a été pris à côté. » Non. Tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas vous répondre de manière générale, et ce qui est très important que vous compreniez, c'est que nous avons fait ce qu'on appelle une action collective conjointe. C'est-à-dire que chaque dossier est traité à la fois globalement avec les autres, mais de manière indépendante. Et le moment venu, au fur et à mesure des questions qu'on va recevoir dans les mois qui viennent, on vous demandera des compléments de pièces et on répondra directement et dans le secret de l'isoloir et de la relation entre l'avocat et son client aux demandes que vous pouvez nous poser aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez rappeler où est-ce qu'il faut s'adresser pour avoir des détails sur les dossiers en particulier et qu'ils ne peuvent être rendus publics ici? Vous avez derrière moi le site qui s'affiche, c'est mysmartcap.fr. C'est la porte d'entrée à votre dossier.
Et à partir de là, vous avez toute une mécanique qui a été mise en place avec ce qu'on appelle une hotline et une adresse mail qui est contact@mysmartcab.fr. Vous posez vos questions et normalement, sous 2-3 jours, parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont posées en même temps, on vous répond. Et le plus souvent, quand les questions sont techniques ou juridiques, c'est un avocat ou un juriste qui vous répond. Là, je pense que la question s'adresse à vous deux. Tout d'abord à Maître Legvac. Quelles sont les réelles chances des patients et des plaignants? Et d'autre part, la question s'adresse à vous deux. Qu'est-ce qui va se passer si nous sommes déboutés? Quelles vont être les conséquences pour nos vies? Alors, ce dont je suis certain, c'est que la bataille que l'on ne mène pas est perdue. À partir de là, on se bat et on met tous nos efforts pour vous défendre et vous protéger. Je n'ai jamais prétendu qu'on allait avoir 100% de gains dans cette affaire, mais qu'on ferait tout pour faire avancer à la fois la vérité et protéger vos intérêts. On protège vos intérêts de plein de façons différentes. On fait des demandes indemnitaires, ça concerne déjà 4150 personnes. On fait des demandes avec virus anti-thyroïde pour avoir accès à une information, je dirais, de qualité, une information vérifiable qui pourra être partagée entre tous les malades. On fait ensuite une démarche globale qui profitera aux participants à l'action, mais aussi à ceux qui ne seront pas venus et qui pourront, je l'espère par notre combat, arriver à retrouver dans les mois qui viennent du lévothyrox ancienne formule et les lactoses. Donc, et puis, pour les dossiers les plus sensibles, les plus graves, notamment quand il y a des décès ou des hospitalisations, nous allons être partie civile dans le dossier pénal, et là, nous allons essayer d'orienter le travail du juge d'instruction pour faire en sorte que cette instruction avance rapidement et que l'on pointe rapidement le doigt sur les véritables coupables et qu'on ne trouve pas, comme d'habitude, un pseudo-lampiste qui va payer pour tout le monde. Donc, on ne peut rien vous promettre qu'une chose, c'est qu'on se battra jusqu'au bout. Ça prendra du temps. Il y aura certainement des batailles que l'on perdra, des batailles que l'on gagnera. Il y aura des déceptions, il y aura des espoirs, il y aura du courage. Mais j'ai envie de vous dire, j'ai vu ce film il y a 2 mois où on voit Winston Churchill au moment de la bataille d'Angleterre en 1940 dire cette phrase fabuleuse: Never surrender, ne jamais renoncer. Tant qu'on se bat, on est en vie. Béatrice. Oui, et on peut aussi espérer que même si on n'aura peut-être pas toutes les réponses, mais que toutes les questions qu'on aura posées, et dont certaines sont apparemment très gênantes, vont amener à plus de transparence, parce que c'est inacceptable à quel point tout est opaque. Les informations, même les plus simples, sont totalement cachées sous prétexte de secret industriel. Des réponses les plus simples, qui seraient pourtant si simples de donner, on ne peut même pas les avoir. On est obligé d'assigner les gens en justice. On n'a jamais eu l'intention d'aller en justice contre quiconque. Ça fait 18 ans qu'on existe et on est là pour informer les malades, mais on n'arrive pas à les informer parce qu'on n'a pas les informations. Mais c'est simplement pour ça que nous avons fait toutes ces démarches. Et si vraiment on n'arrive pas à obtenir le retour de l'ancienne formule sous prétexte qu'elle n'est pas assez stable, qu'elle ne peut plus avoir la MM, il y aura au moins 4 spécialités différentes en France que les gens pourront prendre, ou alors au pire il faudrait peut-être s'approvisionner au Mexique, aller savoir si les gens veulent une formule, même s'il n'est pas stable mais qu'elle leur convient, il faut bien leur permettre d'y accéder. Je ne sais pas, on va continuer à se battre parce que c'est les patients qui la veulent, cette formule, donc c'est leur interdire en disant que c'est pas bon pour vous, alors qu'ils étaient mieux avec ça qu'avec la nouvelle formule, on trouve ça inacceptable. Et au pire, normalement, avec les autres spécialités, il y en aura peut-être encore d'autres qui vont arriver, on peut espérer que chacun pourra trouver une formule qui lui convient, avec le moins d'excipients possible, avec des excipients qui tolèrent bien. Mais si on pouvait garder l'ancienne formule pour tous ceux qui la veulent, ce sera bien sûr l'idéal, et on va continuer à se battre pour ça et à insister auprès des autorités et auprès de Merck. Espérons, on croise les doigts et on fera tout ce qu'on pourra. Si je peux ajouter une chose, dans ce genre de dossier, lorsqu'on se bat contre une entreprise industrielle très puissante comme Merck, on s'est battu dans le passé contre AZF, Total, on assiste à une double pratique. Premièrement, l'entreprise va fabriquer du doute.
C'est-à-dire qu'elle va faire sortir du bois des experts très compétents, très diplômés, qui vont canarder tous les experts judiciaires ou les expertises que nous pourrions apporter en disant que ce qu'on raconte c'est n'importe quoi. Et qui vont essayer de créer du trouble, de la confusion et qui vont allumer autant de contre-feux et ouvrir autant de rideaux de fumée que possible. Là aussi, il ne faut pas se disperser, il faut rester cohérent, il faut savoir où on veut aller et être précis sur la stratégie que l'on met en place. Deuxième élément qu'utilisent ces industriels, c'est la division. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'avoir toujours des personnes qui sortent d'on ne sait où, qui se prétendent elles aussi victimes et qui créent des problèmes entre les parties civiles, entre les victimes, etc. Et cette division fait perdre d'abord du temps, de l'énergie, et puis donne une mauvaise image des victimes. Eh bien, tous ceux qui portent du discrédit sur les combats qui sont menés par les uns ou par les autres, je pense qu'ils sont soupçonneux. C'est-à-dire que depuis le début de ce dossier, il y a plein d'avocats sur la place qui travaillent et je n'ai jamais émis le moindre doute sur la qualité du travail qui a été fait par ces avocats. Et dès que j'entends que quelqu'un, dans mon dos, ouvertement ou sur les réseaux sociaux, commence à dire du mal d'une association ou d'une telle autre, ou d'une personne, ou même de moi, je trouve que c'est extrêmement dangereux parce que c'est donner le bâton pour se faire battre par Merck. Donc, s'il y a un conseil que je donnerais aux malades en général, c'est non seulement de se mobiliser, mais d'essayer le plus possible de rester unis. Et je crois que nous avons tous, malades ou pas malades, dans ce dossier, un objectif commun. C'est de permettre aux malades d'avoir le plus grand choix possible de produits pour justement que chacun, parce que chacun est différent, ça il faut le retenir quand même, il n'y a pas de solution unique. Chacun est différent et donc chacun doit pouvoir trouver le meilleur médicament adapté à sa situation. Ça peut être l'ancienne formule, la nouvelle, une alternative, un nouveau produit qui arrive sur le marché, peu importe, il faut qu'il y ait le plus possible de choix, et pour qu'il y ait le plus possible de choix, il faut qu'on reste le plus possible unis dans le combat. Encore des questions sur les plaintes, faut-il encore porter plainte, et sur les pétitions et le fait d'écrire des lettres au président de la République? Alors, sur les plaintes, je le répète, au pénal, vous pouvez vous constituer partie civile jusqu'à la première audience devant le tribunal correctionnel. Cette première audience du tribunal correctionnel n'aura pas lieu avant 2 ou 3 ans si tout va bien. Parce que là commence à partir d'aujourd'hui ce qu'on appelle l'instruction, qui est en matière de santé souvent très longue et compliquée. Rappelez-vous, dans l'histoire de l'hormone de croissance, ça a été 10 ou 12 ans, dans l'histoire de l'amiante, ça a été 17 ans, dans l'histoire des prothèses PIP, ça a été 5-6 ans, etc., etc. Tant que le juge d'instruction n'a pas terminé son travail, n'a pas renvoyé telle personne dans le tribunal correctionnel, vous pouvez à tout moment, devant le juge d'instruction ou devant le tribunal correctionnel, vous constituer partie civile. Donc il n'y a pas le feu. Simplement, il faut bien comprendre une chose, c'est que pour se constituer partie civile, encore faut-il être victime. Et encore faut-il avoir les moyens de prouver que le produit en question qui a été pris a été la source d'effets indésirables plus ou moins graves. Ça, c'est la première chose. La deuxième question, c'était par rapport au fait d'écrire des lettres au président de la République. Une autre internaute dit que ça a été fait et qu'il y a eu une réponse qui bottait en touche. Oui, mais ça c'est comme souvent. Quand vous écrivez à des politiques alors que le juge d'instruction est désigné, ils vont vous dire « Ah mais non, maintenant la justice suit son cours, donc je ne peux pas prendre de décision ». Donc soit vous arrivez à émouvoir Mme Brigitte Macron et peut-être que comme ça le président va regarder le dossier de notre œil, soit ça continuera à être un dialogue de sourds puisque Mme Buzyn continue à considérer qu'elle a fait tout ce qu'il fallait en permettant de mettre sur le marché 4 ou 5 alternatives aux médicaments lévothyrox, sans tenir compte d'un fait essentiel, c'est que le lévothyrox, c'est ce qu'on appelle un médicament à marge thérapeutique étroite. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que nous avons des dosages extrêmement faibles, on parle en microgrammes, en millionième de gramme. Un gramme, divisé par 1000, c'est des milligrammes, le redivisé par 1000, ce sont des microgrammes. Et là, on a des dosages qui sont de 25 microgrammes à 200 microgrammes. Et donc, vous avez des dosages extrêmement fins, et le seul fait de passer au-dessus de 12,5 microgrammes peut transformer le médicament en poison. Et ça, c'est connu par les endocrinologues et les médecins depuis toujours, donc il n'y a pas de surprise sous le soleil. Simplement, ce que n'a pas anticipé Merck et n'a pas anticipé la NSM, c'est que le changement de formule
a été fait dans des conditions qui entraînent souvent des perturbations thyroïdiennes et en plus contiennent des produits qui, semble-t-il, sont mal acceptés par les malades. Tant qu'on en restera à ce dialogue de sourds, on ne pourra pas faire avancer les choses. J'espère que Mme Buzyn ou quelqu'un de son cabinet, un stagiaire, nous écoute et on fera remonter l'information qu'aujourd'hui, ce n'est pas 25 000 signalements qui sont en cause, mais ce sont des centaines de milliers de malades qui sont en colère et parfois qui s'expriment, parfois qui ne peuvent pas s'exprimer. Pensez à toutes ces personnes qui sont dans les EHPAD, à qui on fournit le médicament sans leur laisser le choix et que l'on prive en plus d'une information de qualité puisqu'on leur dit c'est pour votre bien, taisez-vous, prenez et dormez. Donc toute cette situation, c'est une situation de crise sanitaire. Il faut maintenant que les pouvoirs publics en tirent toutes les conséquences. Sans cela, ça risque de devenir une crise politique. Au niveau de la Cour européenne, pouvons-nous agir? Alors je vais vous faire une réponse en droit. Pour saisir la Cour européenne des droits de l'homme, qui est à Strasbourg, il faut d'abord avoir purgé tous les recours en droit interne. Ce qui veut dire qu'on pourra éventuellement, dans 10 ou 15 ans, saisir la Cour européenne des droits de l'homme, lorsque la Cour de cassation aura rendu définitivement une décision dans le dossier. Donc pourquoi pas, mais pas tout de suite. Ne mélangeons pas tout. On a sur la table déjà pas mal de choix qui est proposé aux malades, entre les actions civiles, les actions administratives, les actions pénales. Maintenant, à chacun de savoir ce qui l'intéresse le plus. Les trois peuvent être cumulés, mais réfléchissez, prenez le temps d'en discuter avec vos avocats, avec des associations, pour trouver le meilleur moyen pour faire bouger les choses. Une dernière question peut-être? Ou d'autres, je ne sais pas. Voilà, donc s'il n'y a pas d'autres questions, peut-être Béaté... Juste quelques réactions que je vous transmets avant que vous puissiez conclure. Donc il y a toujours cette indignation, une grosse émotion est ressortie au moment où Maître Léguevac a évoqué les cas des personnes décédées dont les décès sont suspects pour le moins. Et aussi beaucoup de réactions en disant qu'en effet l'union fait la force et qu'il ne faut pas diviser, que toutes les associations et toutes les actions sont totalement compatibles et complémentaires et que plus il faut réaffirmer notre force commune puisque le combat de toute façon et de toute évidence sera long. Oui. On est d'accord là-dessus. Et c'est pas parce qu'il est long qu'il faut renoncer pour autant. Peut-être le mot de la fin à Béaté pour parler de tout ce que vous faites aussi au ministère, pour essayer de les convaincre de l'intérieur, ce qui est difficile. Oui, c'est parce que vous avez des comités, parce qu'il y a quand même un comité de suivi des malades qui existe. Un comité de suivi des problèmes de la lévothyroxine. Alors expliquez un petit peu ce que c'est pour que les gens ne se racontent pas d'histoire. Ça a été mis en place, le premier a eu lieu en octobre et ça se tient à peu près tous les mois ou un mois et demi. Il y en a eu 3 jusqu'à maintenant, donc c'est un comité qui se tient au ministère, auquel participe la Direction Générale de Santé, l'ANSM, la Société Française d'Endocrinologie, le Syndicat des médecins généralistes, l'Ordre des pharmaciens, l'Ordre des médecins, la SFE jeudi, la Société d'Endocrinologie pédiatrique, les endocrinos de ville, France Assos Santé, la FMT et Vivre sans thyroïde. Et le problème, c'est que c'est pour échanger les informations, mais pour l'instant, l'information est quand même très descendante. C'est vraiment la DGS et l'ANSM qui nous font des exposés, des bouts PowerPoint avec des camemberts qui expliquent la répartition des médicaments, combien d'alternatives arrivent, qu'il y en a partout. Et nous, on fait remonter l'information comme quoi c'est pas vrai et qu'on ne comprend pas comment il y a autant de boîtes livrées dans les pharmacies et que les malades n'arrivent pas à les trouver. Donc, ils essayent de communiquer, mais pour l'instant, ce n'est pas encore vraiment ça. Il y a encore beaucoup de couacs. Il n'y a pas vraiment de compte rendu. Donc nous, on en fait, on l'envoie à tout le monde pour bien souligner les problèmes qu'on constate. C'est un début d'échange et d'informations, mais ce n'est vraiment pas encore idéal. Il y a encore énormément d'améliorations à faire. C'est qu'on déplore d'ailleurs, parce que cette information purement descendante, c'est un petit peu désagréable. On fait remonter les problèmes et on dit qu'il n'existe pas, mais regardez combien de boîtes on vous a fourni. Donc
Et on a fait remonter par exemple le fait qu'on a fait un tout petit sondage à des pharmacies étrangères. On a à peine sondé 3 pharmacies allemandes et on est arrivé à 20 000 boîtes de vendues déjà. Donc, ils ont fait 3 pharmacies. Donc, énorme. Et on le sait, on a des témoignages tous les jours, combien de gens vont en Espagne, en Italie, partout, donc c'est certainement plus de 5 000 boîtes. Rien que les pharmacies allemandes, là, chacune voit au moins 10 clients par jour venir de France. Donc il y a vraiment énormément de gens qui... Et ça, c'est même pas dans le chiffre de la sécurité sociale ou autre, parce que ces gens-là, ils vont même pas se faire rembourser la plupart du temps. Donc... il y a une baisse de la demande en France, mais les gens s'approvisionnent ailleurs. Donc, il y a vraiment... et c'est pas facile de s'approvisionner ailleurs, d'avoir des ordonnances, ni de faire des signalements, tout ça. On peut pas dire que tous ces gens-là, c'est un effet nocebo, ils font ça pour le plaisir. Ils font vraiment ça parce qu'ils sont en souffrance et qu'ils ont des gros problèmes avec la nouvelle formule. Donc, il faut les écouter. Et on leur a dit énormément dans ces comités de suivi, il faut au moins dire aux gens qu'on ne comprend pas tout, mais qu'on cherche, parce que c'est ça qu'on voudrait. Pas nous dire ça n'existe pas, les problèmes ne peuvent pas exister, parce que rien ne prouve à quoi ils sont dus, mais dire on n'a pas encore tout compris, on cherche. Et ils sont incapables de dire ça. Jusqu'à maintenant, ils refusent de dire qu'ils ne comprennent pas et qu'ils cherchent des solutions. Alors que la médecine, ce n'est pas une science exacte. Il peut y avoir des symptômes et des effets indésirables qu'on ne comprend pas, mais qui sont réels. Et donc, si on ne comprend pas, on continue à chercher, on finira bien par trouver. Mais pour l'instant, le dialogue reste encore un peu difficile. Et on fait ce qu'on peut pour le faire avancer, mais ce n'est pas évident. On continuera de toute façon à dialoguer par les réseaux sociaux, par les associations, par les mails. J'espère que cette première expérience pour nous comme pour vous a été utile, qu'on a essayé d'apporter des informations complémentaires à ce qu'on avait déjà dit lors des différentes rencontres que nous avions organisées un peu partout en France. Si vous voulez qu'on vienne vous voir en France, c'est possible, mais il faut simplement l'organiser. Parce que j'ai un temps contraint malheureusement et je préfère consacrer ce temps-là à la réflexion et au travail. Et je peux vous dire que nous avons dans les tuyaux ou sur le feu un certain nombre de dossiers extrêmement importants et qui, je l'espère, feront avancer la défense globale des victimes que vous êtes. Donc vous pouvez compter sur nous. On vous dit à très bientôt dans la vraie vie, au téléphone ou sur internet. Et en attendant, portez-vous bien. Et nous allons conclure sur ces mots, j'espère, plein d'espoir. Et à très bientôt alors.